Monsieur le ministre des Domaines, Madame le ministre de l'Équipement n'est pas là, mais je suis sûr qu'elle est d'esprit avec nous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Mali, Monsieur le président de l'Ordre des géomètres experts du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des géomètres experts du Maroc, Monsieur le représentant du ministre marocain de l'Urbanisme, honorables membres de la délégation, je voudrais à mon tour commencer par vous remercier d'être venus si nombreux. Vous êtes tellement nombreux que vous avez vu ma réaction au ministre. J'ai dit vous êtes venus nous impressionner ou nous intimider. Et il m'a répondu diplomatiquement en disant que vous êtes venus à une audience nous remercier. En attendant que je vous rencontre avec d'autres Africains demain et vous parler de la situation qu'on a au Mali, parce que tout ce que vous faites doit évoluer dans une situation nationale précise. Il doit créer les conditions pour que vous puissiez faire votre travail. En attendant donc demain, je dois dire que le fait que notre ministre invite le Maroc, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez, nos relations avec le Maroc, le Mali, c'est des relations particulières. Souvent, certains ne comprennent pas. Mais nos dirigeants dès que l'occasion se présente, ils font des rappels historiques. Je m'en vais rappeler à tout le monde qu'au lendemain des indépendances, quand c'est éclaté en Afrique, la première guerre entre les pays africains pour une question de frontières, c'est le président de la République du Mali, Modibo Keïta, qui a parlé avec le roi Idriss et le président algérien. Ils se sont retrouvés ici pour signer l'un des premiers accords de paix en Afrique. Ça, nous n'oublions pas ça. C'est une marque de considération et d'estime. Lorsque plus tard, avec les problèmes du Sahara occidental et la position de l'OIA, le Maroc a pris une position connue de tous. Chacun y a apporté son appréciation. Le Maroc a coupé ses relations avec beaucoup de pays africains, mais pas avec le Mali. Malgré que le Mali est resté parmi les pays qui reconnaissaient le Polisario. Certains se sont dit, mais quelle est cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi le Maroc ne rompt pas avec le Mali? Le roi du Maroc, Hassan II, a dit aux uns aux autres que les relations avec le Mali sont particulières. C'est des relations qui poussent leurs racines très loin. Des relations qui durent des siècles. Et donc, nous qui sommes de la nouvelle génération, c'est ce que nous pensons. C'est un devoir de ne pas couper ce fil historique à cause de problèmes politiques qui surviennent dans le parcours de toutes les nations. Et le Maroc n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec le Mali. Beaucoup de Maliens sont dans les grandes écoles marocaines aujourd'hui. Beaucoup vont apprendre les techniques de pointe. Parce que certainement on se dit que quelque chose qu'un pays africain a déjà assimilé, il est plus facile de le transmettre que d'aller le chercher ailleurs. Aujourd'hui, dans plusieurs disciplines, les cadres formés au Maroc aident à la construction du pays et le font honorablement. Les Maliens, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, dans le temps, ils partaient ailleurs se soigner, mais ça continue, mais de plus en plus de gens vont au Maroc. Ils ne vont pas au-delà des mers.
Ils vont dans d'autres pays, c'est vrai, mais le Maroc devient une destination privilégiée des Maliens. La compagnie Royal Air Maroc est l'une des compagnies qui est toujours restée dans ses relations avec le Mali. Malgré la météo politique qui arrive souvent, le Maroc n'a pas changé de position. Même récemment, quand le Mali a recouvré sa souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire, après toutes les joutes politiques, diplomatiques et militaires qui ont eu lieu, nous savons que dans certains pays, il y a une politique qui n'est pas forcément favorable au Mali. Et nous savons les prises de position du Maroc par rapport à certaines personnes qui ont voulu se servir du Maroc comme base arrière pour mener une campagne d'intoxication contre le Mali. Les autorités marocaines, tout en gardant leur position de neutralité, ont fait croire à chacun ses limites, compte tenu de ses relations privilégiées avec le Mali. Les présidents eux-mêmes, aussi longtemps que je me rappelle, tous les chefs d'État du Mali, y compris l'actuel, ont toujours gardé de très bonnes relations avec les dirigeants marocains. C'est très important que ces faits soient connus des Maliens et des Marocains. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens, beaucoup de jeunes Marocains qui ne connaissent pas tout ça. Mais c'est bon de temps en temps de le rappeler. Ça montre la solidité, la profondeur et la densité des relations entre les différents pays. Les dirigeants passent, mais ces relations restent. La clinique Mohamed V au Mali sont un des joyaux médicinaux au Mali. Et là-bas, moi j'ai rencontré des grands professeurs de médecins marocains qui officient merveilleusement et transmettent leurs connaissances aux médecins maliens. Quand vous mettez tout cela ensemble, celui qui a le sens de l'histoire, de l'actualité, sait et doit savoir à quoi s'en tenir dans nos relations avec le Maroc. C'est pour cela que le fait que le ministre vous a invité, je pense que ça va en droite ligne de l'orientation du Mali d'une façon générale. Sans compter que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à donner, à recevoir de part et d'autre. Et c'est ce qui va se passer pendant cette semaine. Donc soyez les bienvenus, soyez chez vous comme on le dit, et soyez sûrs que vous êtes dans un pays ami. C'est vrai, nos pays ne font pas frontières, mais les relations, c'est comme les relations entre frères et amis. On dit les frères, on ne les choisit pas, les amis, on peut les choisir. Mais dans le cas d'espèce, vu les relations historiques et tout ce que je viens de vous dire, le Maroc apparaît comme un pays frontalier du Mali. Il est donc parent, frère et ami par ce qui se passe actuellement tous les jours. Je voudrais donc vous dire que vous êtes dans un pays frère, un pays ami, dont les citoyens doivent avoir une claire conscience, comme ceux du Maroc, de la spécificité des relations entre nos deux pays, de la spécificité des relations entre les dirigeants. Moi, je peux témoigner, j'étais dans plusieurs mouvements politiques, que chaque fois qu'il y a des remous politiques au Mali, l'ambassadeur du Maroc, quel que soit celui qui est là, sur les hautes instructions du roi, a toujours essayé de travailler à pondérer et à stabiliser la situation au Mali. Réussit-il souvent? Souvent c'est plus difficile. Bon, ça c'est le destin des diplomates. Ils disent jamais non. On dit qu'un diplomate qui dit non, c'est pas un bon diplomate. Il dit toujours peut-être. Quand il dit peut-être, ça veut dire que c'est à vous de comprendre.
en fonction de vos relations. Quand il dit non, c'est que ce n'est pas un bon diplomate. Parce que le rôle du diplomate, c'est justement de chercher à arrondir les angles, régler les problèmes, là où les autres ne se comprennent pas. Et je vous avoue que les représentants du Maroc, aussi longtemps que je les vois, ceux-là, son prédécesseur, le prédécesseur de ceux-là, ils jouent leur rôle merveilleusement. Et nous sommes globalement satisfaits de leur travail. C'est très important que vous le sachiez aussi. De même que nous sommes satisfaits, il est vrai, les relations entre les chefs d'État, on n'en parle pas beaucoup. Mais les Maliens savent les relations très proches qui unissent notre président et à celui du Maroc. Je voudrais donc vous souhaiter très bon séjour à la République du Mali. Vous dire que ce qui va se passer demain et les jours à venir, c'est quelque chose de très utile pour nos deux nations. Nous sommes en phase de reconstruction. Nous, au Mali, nous sommes en phase de stabilisation du processus de souveraineté qui a été acquise. Parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Vous savez, il y a quelque temps, il y a des parties du territoire où on ne pouvait pas survoler. Lorsque nous voulions, on nous dit non, il faut demander la permission à un pays que vous connaissez. Ou bien on nous dit, ah non, c'est la zone d'entraînement nocturne des forces étrangères. On nous dit Takuba. Mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, ces forces étrangères étaient là avec un autre agenda. On nous met la poudre aux yeux, un sac sur la tête, on nous tourne. Lorsque le sac est vieux, on nous met des lunettes en bois. En tous les cas, c'est pour qu'on ne voit rien. Mais eux, ils continuent à mettre en œuvre leur agenda. Il s'est trouvé que, grâce au concours de l'histoire, le Mali se retrouve avec un dirigeant qui, lui, ne porte aucune lunette en bois. Il a les yeux clairs, il voit vraiment dans l'histoire. Il est jeune, mais il a un esprit de quelqu'un qui connaît l'histoire. On ne peut pas, dans un pays, empêcher l'armée de ce pays d'aller dans certaines parties de son territoire. Ça s'est passé au Mali. On enterrait des Maliens par centaines dans des fosses communes. On n'en parlait même pas. Et lorsque les forces étrangères arrivaient chez nous, les discours officiels étaient les suivants. 1. Les forces étrangères arrivent pour aider le Mali à combattre le terrorisme. Qu'est-ce que nous constatons? Alors que les forces armées au Mali sont allées jusqu'à 50 000 hommes, le terrorisme qui était confiné dans l'extrême nord du Mali a pris 80% du territoire national. Donc on sait, est-ce que réellement ils étaient là pour combattre le terrorisme? Deuxième chose, on nous dit que les forces internationales, c'est pour aider à asseoir l'autorité de l'État du Mali sur l'ensemble de son territoire. Et pourtant, ce sont les mêmes forces étrangères qui ont interdit à l'armée malienne d'arriver par exemple à Kidal, créant du coup une enclave où il y avait un État dans l'État. Pendant 10 ans, des groupes de personnes, on organise des fêtes d'indépendance. Des diplomates étrangers venaient, on fait des drapeaux, on fait des défilés. On regardait ça, tout ça à la télévision. Et l'armée malienne était interdite d'y arriver. Or, on nous dit que le rôle des forces internationales, c'est de pouvoir recouvrer l'intégralité du territoire national. Allez-y comprendre. Et enfin, on nous dit que le rôle des forces internationales, c'est pour aider à l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons constaté qu'en 13 ans, les contenus des résolutions changent exactement comme une chemise change. Chaque fois que votre chemise est sale, vous la lavez, vous portez une autre. Donc ces résolutions n'avaient aucune commune mesure les unes avec les autres. En fin de compte, avec l'arrivée du président de la transition, et ce que nous avons appelé la rectification de la transition, on s'est posé la question. Vous avez un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle Communauté internationale, avec un chef.
qui s'appelle France. Ils sont venus pour nous soigner pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans, non seulement le malade n'est pas guéri, mais son corps est gangréné à 80%. Soit le malade décide de continuer à attendre la mort, ou bien de changer de médecin, ou de changer de médicaments, ou de changer de prescription médicale, donc, ou de changer de posologie. Les Maliens ont pris leur destin en main, ils ont décidé de changer et de docteur et ses médicaments. Et nous nous sommes débarrassés de toutes ces forces dites internationales qui n'étaient en réalité ici, après analyse, que pour perpétuer le terrorisme, en attendant que dans 15, 20, 30 ans, il y ait le réveil brutal des Maliens. Parce que toute la génération qui dirige là va disparaître. Soit elle va mourir, ou bien pour d'autres raisons. Nous avons une nouvelle génération de jeunes qui ne connaissent rien de l'histoire. Et on va continuer. La finalité, c'est la division de l'Afrique. On commençait par le Mali. Le terrorisme, par exemple, c'était au nord, l'extrême nord du Mali. C'est allé jusqu'au golfe de Guinée. Alors que les forces censées la combattre se multipliaient. C'est pour cela qu'un jour, quand j'ai réuni les diplomates occidentaux, tous les diplomates qui sont au Mali, j'ai eu cette phrase-là, certains peut-être ne l'avaient pas compris. Je leur ai dit qu'il faut que les uns et les autres comprennent qu'à la tête du Mali, il y a des dirigeants qui ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne de ce qu'ils croient. Parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont dans l'idée. Parce que eux, la parole leur est donnée quand ils s'adressent à nous pour masquer leurs idées. Vous savez, la parole, quand vous parlez, c'est soit pour bien exprimer ce que vous voulez, ou pour bien cacher ce que vous voulez. Nous, comme ils ne nous considèrent pas des gens qui ont un coefficient intellectuel normal, ce qu'ils nous disent est totalement contraire à ce qu'ils font. Quand nous avons fait la lecture normale, j'ai dit aux Maliens de remarquer, on a les mêmes terroristes, les mêmes sponsors, leurs activités ont augmenté, le même pays, les mêmes militaires. Pourquoi la tendance a été inversée? Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. C'est parce qu'il y a eu de nouveaux dirigeants, c'est tout, qui ont eu le sens de l'histoire, qui ont le sens des rapports dans les relations internationales. Et il faut une bonne lecture des différents discours enfumés qu'on nous donne pour nous endormir. C'est tout. Et dans cette lancée, il y a des pays qui nous comprennent, qui nous accompagnent. En tout cas, qui, de par leur politique, ne sont pas hostiles. Et le Maroc en fait partie. C'est très clair. Nous n'avons même pas honte de le dire parce que c'est connu de tout le monde. Donc nous savons bien lire les comportements de chaque État vis-à-vis de nous. Parce qu'il y a certains qui font des bons discours, les amis, mais nous ne sommes pas dupes. On sait ceux qui ont des comportements d'amis et ceux qui cherchent autre chose. Et c'est pour cela que j'ai dit aussi que chacun doit comprendre que plus personne ne doit compter une vassalisation du Mali. Personne ne vassalisera plus le Mali. Et je crois que tout le processus politique chez nous, c'est d'aller arriver à un point de non-retour pour qu'il n'arrive plus à la tête du Mali des dirigeants qui vont émasculer notre armée, détruire l'outil de défense, désorganiser l'école et le système de santé. Et on va continuer à taper les doigts. Le Mali, pays démocratique, c'est le meilleur pays en Afrique, comme si on mange la démocratie. La démocratie, c'est un système qui permet d'organiser les relations entre les gens. Mais on ne la mange pas comme telle. Les élections, c'est bien pour organiser, mais on ne les mange pas comme telles. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un pays. Donc nous avons décidé de la souveraineté du Mali, la vie des Maliens, on le met au-dessus de tout. Les élections vont suivre. Mais vous ne pouvez pas là où, dans un village, des forces viennent, soi-disant des forces terroristes, nous savons aujourd'hui qui est derrière, qui les sponsorise. On tue tous les gens du village. Les femmes enceintes, excusez-moi, on les éventre. On brûle tout le monde.
Et l'ambassadeur qui est là va faire chanter à un homme politique qui est dans la capitale, il faut aller à des élections. Mais j'ai dit à certains, vous qui dites d'aller à des élections, mais vous ne pouvez pas aller chez vous. Donc aujourd'hui, l'agenda de l'État malien, c'est de rendre irréversible le processus de reconquête de la souveraineté de notre pays. Le rendre irréversible, arriver à un point de non-retour qui peut permettre une organisation tranquille d'élections démocratiques. La deuxième chose, c'est que nous sommes conscients que la force ne règle pas tout. À partir du moment où l'État s'est imposé par la force sur l'ensemble du territoire national, c'est maintenant qu'il faut ouvrir les bras. Parce que la paix souvent est plus difficile à construire que la guerre. La guerre, c'est des personnes déterminées qui la gagnent. Mais la paix, c'est tout le monde. Et c'est pour cela que, dès que la ville de Kidal a été conquise, le lendemain, le chef de l'État a institué ce qu'ils appellent le comité de dialogue intermalien. Pour que tous les Maliens se retrouvent, du nord comme au sud, et disent quels sont les problèmes du Mali, afin que nous puissions prendre la bonne route. Donc, la bonne combinaison entre les conclusions du comité de dialogue intermalien et l'atteinte du point de non-retour quant à l'irréversibilité de la souveraineté. Les deux réunis permettent au président à tout moment de fixer la date des élections. Nous sommes dans ce processus-là aujourd'hui. Et je crois qu'il ne saurait tarder. C'est bon que nos amis le sachent, parce qu'il y a beaucoup de propagande. On nous dit qu'il faut aller à des élections. Mais en Haïti, l'Haïti est le premier pays indépendant d'Amérique latine. Ils ont gagné contre l'armée la plus puissante d'Europe, l'armée de l'Antéron, mais ils sont dans l'instabilité. Chaque 2 ans, ils font des élections. On tue les premiers ministres, on tue les présidents. Donc ça veut dire que l'élection n'est pas une fin en soi. C'est permettre d'organiser des relations civilisées entre les gens. Mais on ne peut pas la mettre devant la vie des citoyens. La deuxième chose, c'est l'unité, l'unicité, la force, la cohésion des dirigeants au sommet de l'État. Parce que ça aussi, c'est une autre donne. Les adversaires du Mali cherchent à créer une fissure au sommet. Vous savez, les pouvoirs politiques, quand on veut les déstabiliser, c'est pas compliqué. On fait la fissure au sommet. D'après chez nous, quand le mur est ficelé, les lézards rentrent. Ou bien on les coupe de la base. Donc, les chefs s'installent en haut. Ils ont le pouvoir, ils ont les richesses, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont coupés de la base jusqu'à ce que le jour où la population se révolte. Ou bien on fait la fissure au sommet. C'est ce qu'ils sont arrivés à faire au Soudan. On a fait 11 ans pour les diviser, soit entre musulmans et chrétiens. On est arrivé à les diviser en 2011. Maintenant, les musulmans, on a continué à dire, oui, la démocratie avec des femmes, des jeunes, des intellectuels. Bon, on est allé à la démocratie, puis on a eu une combinaison entre les militaires et les civils. Ensuite, les militaires sont cités, puis les civils ont quitté la scène. Les militaires sont restés entre eux. Puis on a fait la fissure. Et puis le lézard est rentré là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont réclamé la démocratie, ils ont quitté le pays. Parce qu'ils sont morts ou bien ils ont fui. Et le pays est détruit. Il y a une lutte de pouvoir. Les chefs militaires sont réduits, chacun à courir chercher des soutiens quelque part. Comme si c'est ces soutiens qui vont régler. L'expérience a montré que dans aucun pays du monde, la soi-disant communauté internationale n'a ramené la paix par elle-même. C'est les citoyens du pays qui prennent conscience de leurs problèmes et les résolvent. C'est à ce stade que les Maliens sont aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous expliquer ça en tant que frère et ami, pour que vous le compreniez très bien. Pour le reste, je vous souhaite un très bon séjour au Mali et vous dire que nos relations vont continuer. Notre pays est à reconstruire aujourd'hui. Tout est à refaire chez nous, parce que tout a été détruit. Et je pense que le Maroc, parmi d'autres pays, des amis du Mali, doivent compter dans le processus de reconstruction du Mali. Pourquoi nous comptons beaucoup sur vous, sur tous nos amis qui sont autour de nous et ceux qui sont loin. Merci beaucoup. La séance est levée.